Bonjour, enchanté. Donc moi rapidement pour me présenter, je suis Karl Azouri, président cofondateur de Zenica, ancien technique, 15 ans de dev, énormément sur le framework Spring qui va être mon sujet aujourd'hui, sur lequel je travaille depuis 2003, donc ça date. Je suis assez surpris par le nombre de personnes intéressées par ce sujet quand on voit des sujets un peu hype type ChatGPT et autres. J'imagine qui n'a jamais utilisé Spring dans cette salle? Ok, tout le monde l'utilise, très bien. Ça met la pression. Donc, mon but ici, c'est de vous montrer les mécanismes internes de Spring, le cœur qui fonctionne de la même manière depuis 2003. Souvent, on l'oublie. Moi, je fais passer parfois des entretiens techniques à des candidats. Et souvent, on sait l'utiliser, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc moi, ce pari, là, je l'ai fait aussi en interne, ce talk, c'est de dire, voilà, comprendre comment ça fonctionne, parce que beaucoup de choses en Spring reposent dessus. Donc déjà, pour revenir aux bases, et pour comprendre, je vais vous montrer après du code, pas mal d'exemples, mais pour revenir aux bases, il y a le principe de l'inversion de contrôle, de promouvoir le couplage lâche par interface. Donc en fait, l'idée, et je vais vous montrer des exemples de ça tout à l'heure en direct, c'est nous libérer du code, tout le code de plomberie technique qu'on va répéter n fois, et pouvoir focaliser sur la création de valeur. Donc, pourquoi le couplage lâche par interface? Je reviens dessus, c'est les fondamentaux. Ça fait partie aussi des questions posées parfois en entretien, mais pourquoi le couplage lâche par interface? En fait, il s'agit de savoir à quel point une classe peut en connaître une autre. Donc là, je prends dans cet exemple, transfert service et account repository. L'idée, c'est de savoir, à un moment, quand je vais avoir besoin de la classe concrète, comment je la récupère. Donc il y a plusieurs façons de faire, je vais passer assez rapidement dessus. C'est soit on fournit la classe directement grâce au new, je pense oui, c'est lisible. Soit on fournit la classe directement grâce au new, mais du coup on est dépendant de la classe. Soit on utilise un pattern factory, mais on est dépendant du pattern factory. Soit on utilise tout ce qui est service locator, mais on va être dépendant des paquets Java Xnaming, etc. Donc à partir de là, on garde des dépendances, et pour les tests, c'est moins facile. Et éventuellement aussi pour changer d'implémentation, je pense que c'est des concepts auxquels vous êtes familiers. Donc l'idée, c'est de limiter la dépendance uniquement à l'interface, donc on appelle ça le couplage lâche par interface, et de laisser à un tierce partie le soin de créer les classes concrètes pour vous, de les instancier et de les fournir. Et ça a un avantage énorme, et c'est comme ça que fonctionne Spring. Donc moi, typiquement, comment je me suis mis à Spring, en 2003, ça fait vieux, ça fait 20 ans, on cherchait justement à utiliser des conteneurs d'inversion d'injection de dépendance. Et en fait, j'ai fait une étude sur plusieurs types de conteneurs qui existaient, etc. Et Spring a été sélectionné. Pourquoi je l'ai choisi? Par rapport à toutes les fonctionnalités. Donc il se trouve que j'avais raison. Et puis... Et puis, c'était l'occasion aussi, Rod Johnson, qui est le créateur, de pouvoir le rencontrer. Voilà. Donc, grâce à ça et grâce à cette mécanique, Spring va instancier les bins pour vous, va les initialiser et va gérer le cycle de vie des bins. C'est très important. Ce qui va permettre aussi de changer l'implémentation, on va y venir, et de vous gérer tout le code de tuyauterie sur lequel vous ne voulez pas passer du temps. Alors, on va commencer à rentrer dans le fonctionnement et après je vous montre du code. Donc tout le monde connaît à peu près, je pense, la création d'un application context Spring. Et souvent on se demande qu'est-ce qui se passe quand on a créé ce conteneur, cette application context. En fait, donc ça c'est un slide tiré de la formation de Pivotal. En fait, il y a d'abord, vous savez, on définit nos bins, on configure nos bins. Et on peut le faire de différentes manières, XML, Java config, annotation, etc. Et donc, quand on démarre un application context, il y a en fait d'abord un bin factory post-processor. Je ne sais pas si... Est-ce que certains découvrent le nom de bin factory post-processor? Certains, voilà, ou d'autres n'osent peut-être pas lever la main. Et en fait, ce type de bin va en fait lire les définitions de bin et éventuellement les changer. Et en fait, c'est là où il y a toute la puissance. Et on pourrait même, donc vous savez, vous configurez des bins, etc. Donc imaginez que même avec un bin factory post-processor, vous pouvez
supprimer tous les bins qui existent et en créer des nouveaux. Donc ça peut être dynamique, à la volée. Et typiquement sur un projet, moi je l'avais utilisé pour récupérer des scripts Groovy. Donc on faisait tourner des bins écrits en Groovy et ces scripts étaient sauvegardés en base de données. Donc le bin factory post-processor allait chercher ces scripts et pouvait instancier les bins à la volée. Donc plus on alimentait la base, plus on pouvait récupérer de bins. Une fois qu'on a les définitions de bins qui ont été modifiées, derrière, le framework Spring donc, va instancier les bins par constructeur, bien sûr, par injection par constructeur, après par setter, et va aussi initialiser des bins, et va pouvoir faire du traitement avant et après l'initialisation des bins. Et donc ça, c'est le rôle de bin post-processor. Et c'est typiquement à ce niveau-là qu'on crée des proxys. Donc, je vais vous montrer dans le code comment ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau-là. Donc, je vais prendre un exemple tout simple déjà. Je vais vous montrer cet exemple. Voilà, pardon. Hop. Donc, je pense que vous voyez. Ah, c'est pas affiché. Ah, je fais le test tout à l'heure. Est-ce que c'est la copie de mon écran qui a changé? Ouais, c'est ça. Je l'ai perdu, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, si je reprends. Donc là, vous voyez, c'est tout simple, tout bête. On crée un application context et on veut récupérer les deux bins qui s'appellent JDBC repo, Hibernate repo. Et donc, on va voir à quoi ressemble la configuration de ces bins. Et en fait, tout simplement, on voit qu'on a un bin qu'on appelle JDBC. Alors, j'ai choisi d'XML, hein, c'est aussi des vues réflexes, mais c'est aussi pour, je pense, pour la démonstration. Donc, j'ai ce bin, JDBC repository, Hibernate repository, auquel j'injecte une data source qui est une fausse data source, etc. Donc, si j'exécute le code, hop, là, effectivement, dans la console, je vois que j'ai bien mes deux bins, JDBC repository, et voilà. Donc maintenant, tout ça, c'est rien de spécial. Maintenant, je vais créer un bin factory post-processor, et je vais commencer à jouer avec les définitions de bins. Donc, si je vais sur mon bin factory post-processor, là, on voit le code. Donc effectivement, on récupère donc la factory, et on va récupérer le nombre de bins, on va récupérer le nom des bins et on va les afficher pour qu'on voit ce qu'il y a comme bin. Et puis surtout, ici sur la fin, on voit qu'on va récupérer le bin qui s'appelle Hibernate repo, donc pas le bin, pardon, la définition du bin qui s'appelle Hibernate repo, et on va changer depuis cette définition le nom de la classe pour lui mettre un JDBC repository. Donc si je retourne dans ma configuration, donc là, je récupère ce bin factory post-processor que je rajoute en tant que définition de bin dans ma configuration. Je ne change rien d'autre. Et cette fois, si je réexécute mon code, voilà. Là, on voit que on a 4 bins, donc le JDBC repo, le Hibernate repo, la data source, mais aussi le bin factory post-processor, qui est un bin lui-même. Et on voit le nom, le type de définition qu'on a, c'est un generic bin definition, et qu'on peut manipuler. Il y a pas mal de méthodes dessus pour pouvoir changer la définition de bin. Et on voit maintenant que mes deux bins, le repo 1 et repo 2, même s'ils ont été configurés comme étant deux implémentations différentes, en fait, c'est la même que je retrouve parce que je l'ai changé dans le code. Et si vous connaissez, et si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les bin definition, si je regarde dans les génériques bin definition, pardon, là c'est en petit sur mon écran. Si je regarde dans la définition de bin, donc ici j'ouvre pour voir un peu voilà, de quoi il s'agit. Et en fait, vous voyez qu'il y a différents types de bin definition. Et en fait, en fonction de la configuration que vous choisissez, XML, Java config, annotation, etc., ça va être des bin definition différentes, des implémentations différentes que vous pouvez manipuler pour changer vos définitions de bin. Alors, vous connaissez peut-être tous, et vous avez tous certainement utilisé un bin factory post-processor sans le savoir. C'est le property source place configurer. Et en fait, cette classe, si on regarde, on remonte la hiérarchie,
hop, on voit que, je remonte encore d'un cran, et on voit que ça implémente Bean Factory Post-Processor. Donc, et typiquement, vous voyez aussi, et c'est quoi cette classe pour ceux qui ne la connaissent pas, le Property Source Place Configurer, c'est en fait, vous définissez vos valeurs de vos beans dans un fichier Properties, et vous mettez les valeurs dans des $accolades, et ensuite le Spring va donc charger en mémoire les définitions de beans, va parser les définitions de beans, va remplacer les $accolades par les vraies valeurs récupérées dans les fichiers Properties. Et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir différents types d'implémentation. On a cherché dans des fichiers propriétaires, on a cherché en base de données, on a cherché dans différents domaines. Et vous voyez que même le $accolade, c'est des aspects configurables qu'on peut changer. Il y a ces valeurs par défaut, mais après, il y a les setters pour changer ces valeurs-là. Donc, peut-être que vous ne le saviez pas, mais quand vous utilisez cette classe et pour utiliser les properties de Bean, vous utilisez Spring. Alors, ça, c'est la définition de Bean, comment on peut changer les définitions de Bean. Maintenant, je vais vous montrer aussi un exemple. Comment le fait de vous abstraire du code et de ne pas avoir à écrire vous-même le code dans un exemple où je vais utiliser un flux RSS. Alors, dans cet exemple-là, hop, je retourne sur mon RSS feed, hop, le temps d'y aller, voilà. Et ici, je récupère un flux RSS. Alors, moi, dans la configuration, justement, ici, dans la configuration, je récupère un fichier XML qui a la structure d'un flux RSS directement depuis mon ClassPass. Vous le voyez ici, il est directement dans le ClassPass. Donc, je vois à quoi il ressemble. Hop. C'est un fichier de travail en local dans lequel il y a des valeurs bidons. Donc, si je lance alors, je vais vous montrer après comment ça fonctionne, mais si je lance effectivement la démo, je retrouve effectivement avec des éléments récupérés. Donc, je récupère ce flux RSS, je fais un objet, je récupère les infos et je les affiche. Maintenant, l'intérêt ici, c'est de montrer que avec Spring, il y a une classe, une interface déjà qui s'appelle ressource. Et en fait, cette ressource, c'est une abstraction de ce que c'est qu'une ressource. Et là, vous voyez bien. Et quand vous récupérez, quand Spring récupère ce fichier, en fait, il va créer une implémentation de ressources. Et vous voyez les exemples d'implémentation de ressources, URL ressources, file URL ressources, file system ressources, class pass ressources, etc. Et de toute façon, toutes ces ressources savent répondre à la méthode getInputStream. Donc, typiquement, moi, dans cet exemple-là, pour vous montrer, je vous montre après le code et rapidement, je vais changer juste le lien pour aller, donc au lieu de récupérer et d'injecter dans mon marshaller un fichier qui vient de mon ClassPass, je vais mettre directement HTTPS et je vais directement sur la chaîne YouTube de la Devoxx. Et quand je lance mon code, tout de suite, on voit affiché ici, on est sur la chaîne, les talks, les cookies de Devoxx France 2022. On voit la liste des talks, le nombre de vues, etc. Tout ça en changeant uniquement l'adresse. Donc ça permet de cette abstraction qui permet effectivement donc Spring et l'avantage, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur la démo au début, c'est laisser à une tierce partie le soin de vous créer des objets, parce que créer une ressource, c'est plein de types de ressources différents. Le framework vous propose des implémentations et vous pouvez l'utiliser pour votre code sans changer. Mais je n'ai pas changé de code ici. Et donc là, typiquement, on voit que j'injecte une ressource. Alors, j'utilise Xstream et Stacks pour pouvoir lire les namespaces du fichier XML. Et quand j'ai ma méthode getRSSFeed, je fais getResource, getInputStream. Mais donc, ça peut être un class-pass ressource, ça peut être un HTTP ressource, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple de ce que permet de faire Spring en abstrayant. Et après, sur du code simple, pardon, je m'emballe. Et après, ça peut aussi se faire sur des éléments plus compliqués. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver avec les transactions, avec la sécurité, avec l'AOP, avec toutes les fonctionnalités que vient rajouter Spring. Et moi, je vais vous faire un exemple sur une application web avec l'utilisation d'un filtre.
Donc, typiquement, ici, je vais lancer mon application web. Donc, j'ai un Tomcat en local. Et voilà. Donc, alors ça, c'est une pub déguisée pour un événement technique qu'on fait bientôt. Et pour vous montrer le code de comment ça fonctionne, donc en gros, il s'agit quoi? Il s'agit d'avoir un filtre. Et donc là, moi, je crée un filtre qui s'appelle le maintenance filter. Et donc ça, c'est un filtre de maintenance. Alors mon objectif ici, c'est de dire que quand mon site web est en maintenance, je veux que le filtre empêche les requêtes d'arriver sur le serveur pour afficher les pages où on est en maintenance. Donc là, c'est du code pour récupérer le filtre, savoir si on est maintenance ou pas. Mais l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que pour ça, il faut que ce bin, si je veux pouvoir lui injecter un maintenance service, et donc le maintenance service, je vais vous le montrer, c'est assez basique. Le maintenance service, ce qu'il fait, le voilà. Pardon, l'implémentation, voilà, c'est assez basique. Donc, on peut changer la valeur du booléen en true ou false en le switchant en production ou en maintenance. Et c'est ce bin qu'on va injecter à notre filtre. Mais pour pouvoir injecter un bin à notre filtre, il faut que ce filtre soit généré par Spring. Donc, comment Spring rajoute le filtre dans sa configuration? C'est simple. Si on regarde ici la configuration, on a donc notre bin maintenance service imple et on a notre filtre. Et ce filtre qu'on a défini comme bin, on va le retrouver aussi pour que ce soit complet dans la démonstration dans le web.xml, puisqu'on va rajouter des filtres. Et effectivement, ici, on va rajouter un filtre qui porte le même nom que le bin. Et vous voyez que c'est là où Spring va créer le proxy, parce qu'il y a une classe générique qu'on utilise, c'est le Delegating Filter Proxy. Et en fait, il va retrouver le bon bin grâce au nom qu'on retrouve dans FilterName. Et donc, à partir de là, Spring crée le filtre, injecte le maintenance service dans le filtre, et après, on peut l'utiliser. Alors, comment l'utiliser? Puisqu'on a une instance en mémoire, et en fait, vous savez, dans Java, il y a tout ce qui est des API de management avec JMX, et en fait, on voudrait créer de ce maintenance filtre, on voudrait de ce maintenance service, on voudrait en faire un mbin, c'est la définition dans JMX des bins managés, et ce mbin, on veut l'enregistrer sur un serveur de mbin, sur un mbin serveur. Alors il se trouve que Tomcat et tous les autres serveurs d'application ont leur mbin serveur, etc. Et donc il y a tout ça qu'on devrait faire à la main, sauf qu'ici, on va dire à Spring d'exporter grâce à un mbin exporteur, d'exporter le maintenance service, et en lui donnant, alors c'est une stratégie comme une autre, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les stratégies, mais ici c'est savoir quelle partie du bin on veut exposer via JMX en tant que mbin, et en fait là on lui donne l'interface. Donc en gros, toutes les méthodes de l'interface vont être exportées et vont pouvoir être utilisées par le mbin server. Donc à partir de là, j'ai lancé l'application, et puis je vous montre aussi la configuration. Ici, on a aussi un bin definition list post-processor, donc c'est une classe que j'ai créée. C'est aussi un bin factory post-processor, et en fait, quand l'application démarre, avoir le nombre de bins en cours et connaître leur nom. Donc effectivement, si on regarde dans la console, on voit que quand j'ai démarré l'application, il y a bien 4 bins. Il y a le maintenance service qui est un bin, il y a le filtre HTTP qui est un bin, il y a le mbin exporteur, et il y a aussi mon bin factory post-processor qui permet de générer cette sortie dans la console pour voir avec quels sont les bins quand on est en présence. Alors, mon application a démarré. Si on a suivi, on a un filtre qui est géré par Spring. C'est un proxy sur le vrai filtre. On a ce filtre auquel on a injecté un maintenance service qui est aussi un bin géré par Spring. Et donc l'avantage maintenant, c'est que si je vais sur ma console et je lance ma console, et en fait, dans toutes les versions de Java depuis longtemps, depuis quelques années déjà, il y a cette console, JConsole, et que je vois bien, oui c'est bien ça.
connect. Donc je me connecte sur le MBin server, je récupère les bins. Donc on voit qu'on a des bins ici en mémoire. On a ici le maintenance service qui est enregistré. Et on voit les opérations qui sont là, enfin déjà les propriétés. Donc on a le maintenance mode, on est à faux. Et on voit les propriétés. Donc c'est les trois méthodes qu'on avait sur l'interface qui sont maintenant exposées via JMX. Et donc si je regarde is maintenance mode, donc là ça me dit bah non, c'est pas en maintenance, donc false. Par contre, je peux passer to switch to maintenance mode. Et donc là j'appelle directement la méthode switch to maintenance mode qui est sur mon maintenance service qui est en mémoire. Et si je regarde si on est en maintenance, effectivement on l'est. Donc là la réponse c'est true. Et du coup, si je retourne sur mon application qui est quelque part ici, voilà. Et si je rafraîchis la page, en fait, je n'ai plus accès au site parce que le filtre a intercepté la requête, parce qu'il a détecté qu'on est en mode maintenance en interrogeant le service de maintenance et redirige la requête. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai un problème d'affichage d'image, parce qu'il n'y a plus rien qui va sur le serveur, je ne peux pas récupérer l'image. Bon, je n'ai pas été changer le code plus que ça. Mais voilà. Du coup, maintenant, si je repasse hop, switch to production mode, et je vais réafficher ma page, j'enlève donc, voilà, et là du coup je peux accéder à nouveau à mon site. Donc voilà comment, assez rapidement, assez facilement, on peut aller récupérer, utiliser des bins gérés par Spring, avec Spring qui a géré tout le code pour toute la partie JMX, pour la partie exposition du filtre. Ça c'est grâce c'est l'abstraction dont je vous parlais et l'avantage d'utiliser ce genre de framework. Alors, dernier exemple, si je reste sur cet exemple-là, ici je vais changer le type de bin factory post-processor, donc pour changer les définitions de bin. Et en fait, je vais vous montrer maintenant sur le change filter, c'est quoi ce bin factory post-processor? En fait, c'est tout simple. Je vais récupérer le maintenance filter qu'on voit là, le bin, la définition de bin, pardon, et dans le on crée une définition de bin et après on change le bin et on utilise comme classe le request timing filter qui est un autre filtre qui est basique. Avant la méthode doFilter, pour enchaîner sur l'autre filtre, on fait un current time millisecond avant, après, pour voir combien de temps c'est exécuter la requête HTTP. Et je l'enregistre au niveau de ma bin factory, register bin definition, et à la clé maintenance filter, j'enregistre un autre filtre. Et le filtre ressemble à ça. Hop. Voilà. Pardon, c'est un peu petit sur mon écran, c'est la recopie. Et voilà, et donc là, c'est complètement un autre type de code. Donc là, si je relance mon application, voilà, on va voir justement ce que ça va générer dans la console. Et l'application a démarré, et on voit sur la dernière ligne que le temps d'exécution de ma requête, c'est 4 millisecondes. Donc, en quelques mots, et ça c'était pour les démos, si je reviens sur la présentation, comme je vous disais, donc ces deux points d'extension, le bin factory post-processor et le bin post-processor, sont deux points d'extension extrêmement importants qu'on utilise peu et qui nous arrivent et qui pourraient être possibles d'utiliser dans le cadre de vos projets. Avec le bin factory post-processor qui va parcourir toutes les définitions de bin, qu'elles soient XML, Java config, annotation, charger ces définitions de bin en mémoire, et ensuite, non ça c'est Spring qui le fait, pardon, et ensuite le bin factory post-processor va lui itérer sur ces définitions de bin pour pouvoir changer toutes les valeurs en fonction de paramètres que vous allez définir de manière dynamique et avec vos critères. Une fois que ces définitions de bin ont été modifiées, les bins sont prêts à être instanciés, et là, ils sont instanciés. Et au moment de leur instanciation, il y a la phase d'initialisation,
Et donc, il y a des traitements qui se font à cette phase-là, avant et après l'initialisation. Et ça, c'est le bin post-processor qui le fait. Et qui va, du coup, travailler sur les bins déjà instanciés. Donc là, on n'est plus sur la définition, mais sur le bin lui-même. Et va pouvoir rajouter, donc créer des proxys, par exemple, de soit JDK, soit CGLib, soit voilà, différentes manières. Et ça peut se configurer aussi pour choisir la façon de générer son proxy. Ce bin post-processor, donc cette interface, il y a deux méthodes, donc comme je vous dis, post-process before et post-process after initialization. Et ce qui rentre en paramètre en entrée de la méthode, c'est l'objet, le bin lui-même, mais ce qui ressort de cette méthode, c'est pas forcément le bin lui-même, ça peut être le proxy sur ce bin. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la gestion des transactions, la gestion de la sécurité. Et vous savez, pour ceux qui ont fait Spring Security, vous savez qu'il y a des fils de sécurité, il y a des chaînes de fils de sécurité, etc. Donc tout ça reçoit de la logique que je viens de vous présenter là, avec la création de ces bins, l'instanciation de ces bins et tout ce code qui est généré dynamiquement par Spring. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vois qu'il nous reste 4 minutes, donc je vais avoir le temps de prendre quelques questions. Ça, c'est cool. J'ai été un peu plus vite que prévu. Eh bien, merci à vous. Alors, j'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses. Je ne sais pas si c'est des choses nouvelles ou pas. Pas de questions? Je suis à votre dispo, sinon, si vous voulez, voilà, c'est très bien. Je suis très clair. Merci beaucoup.